Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, nouveauté, aujourd'hui, nous allons parler de l'art de soigner avec le docteur Alain Toledano. Bonjour, docteur Toledano. Bonjour. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous donner la parole car il est vrai que nous sommes confrontés à énormément de livres qui sortent en bien-être, en santé. Mais là, l'originalité de votre livre, c'est qu'enfin, on ne parle pas que médecine, on parle avant tout du patient, de l'être humain. Et pour résumer votre livre, je dirais qu'il y a respect, écoute, empathie, bienveillance et humilité. Alors, ce livre, qui est paru aux éditions Humaine Science, se divise en 4 gros chapitres. Mais on pourrait dire qu'il y a des dizaines de sous-chapitres dans chacun de ces 4 grands chapitres. Et j'étais très contente de voir que vous démarrez en rappelant le Talmud dans la culture juive, qui prescrit un devoir d'enseignement et un temps alloué à l'étude. Alors, docteur Toledano, si vous nous parliez de votre livre en 4 chapitres, l'art de soigner, Naase Vanishma. Merci à vous. Il était important de retranscrire la pratique clinique qui est la nôtre, qui est la mienne, dans cet ouvrage, pour pouvoir partager finalement une vision d'une médecine centrée sur l'humain plutôt que centrée sur la maladie. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance en France. On a un système de santé qui est solidaire, qui est social, qui est accessible. Mais on commence à voir ses défaillances. On a un système qui nourrit le mécontentement des usagers, qui dépense des centaines de milliards d'euros, 300 milliards d'euros pour être précis, et malgré tout, on a une frustration des professionnels. Et le système de santé, il est marqué par des rigidités d'organisation, des tensions financières. Alors comment on va faire? On va pas dépenser plus d'argent sans le réinventer. Et pour le réinventer, il faut pas qu'on fasse du tout technique. Il faut qu'on se recentre sur l'humain. Parce que si on confond la santé et uniquement la médecine technique, on passe à côté d'une grande partie de la capacité qu'on aura à guérir les uns et les autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'art de soigner. Alors, vous parlez également, vous innovez avec la santé intégrative, qui est en fait une santé holistique. Oui. Aujourd'hui, vous avez un grand mouvement qui consiste à se faire ce qu'on appelle à différencier. Voilà. Chaque identité sociale, elle est définie par nos expertises. Alors, c'est vrai qu'en médecine, il faut faire son autocritique, on a 55 spécialités médicales. C'est le pays au monde où il y a le plus de spécialités, contre 17 chez nos voisins, qui ne meurent pas plus tôt. Mais on construit des silos, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de fédérer, on a besoin de rassembler, de faire la synthèse. Et on appelle ça l'intégration. Alors, qu'est-ce qu'on va intégrer? On va intégrer des dimensions de la santé. C'est quoi être en bonne santé? Est-ce que être en bonne santé, c'est uniquement l'absence de maladie? Est-ce que être en bonne santé, c'est uniquement le silence des organes? Mais non. La santé, elle va se composer de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale, environnementale. Donc, on va intégrer des dimensions de la santé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer aussi ce qu'il y a de mieux dans les médecines dites conventionnelles et dans les interventions non médicamenteuses. Et on va recentrer tout cela autour du patient. Et on l'a donc appelé la santé intégrative. Il y a un grand mouvement international qui consiste à être recentré autour du patient et à intégrer toutes ces dimensions et les interventions non médicamenteuses. Alors, justement, qu'est-ce que soigner aujourd'hui? Oui, on doit faire la différence entre soigner et prendre soin. Tout ça, c'est des actions médicales, mais d'abord, qu'est-ce que la médecine? La médecine a été préemptée par le progrès technique. Mais la définition de la médecine, Monique, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances scientifiques et tous les moyens qui vont être mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne.
Avec des mots, on tue. Des fois, avec des mots qu'on prononce pas au bon moment, on a causé du tort. Donc l'acte médical, il dépasse l'acte technique. C'est pour ça qu'on s'adresse à un individu et pas uniquement à un corps. Donc il faut redonner à la médecine cette humanité qui a tendance parfois à être mise de côté au profit d'une technologie dont on a besoin néanmoins. Et c'est en ce sens que vous faites d'abord allusion au professeur Lucien Israël, Zichrono Libraha, que j'aime bien rappeler. La médecine est une science des pannes, celle de l'organisme humain. Mais si le médecin est un dépanneur, rien de plus, rien de moins, il est le dépanneur d'une machine dont il ne possède pas les plans. Oui, exactement. Alors justement, vous faites une différence entre la médecine curative, la médecine expérimentale, la recherche en médecine. Vous définissez un petit peu tout ceci, confronté à au vieillissement de la population. Oui. Alors aujourd'hui, on a plusieurs, plusieurs problématiques autour du vieillissement. Il y a un vieillissement qu'on appelle harmonieux, qui est tout à fait naturel, physiologique. Et il y a avec le vieillissement l'apparition de plus de pathologies, de maladies, d'autres états de votre propre normalité. Alors, 24 millions de Français sont atteints de maladies chroniques. Ça peut être diabète, insuffisance rénale, des problèmes cardiaques, neurovasculaires, des bronchites chroniques, de la dépression. On en a toute une liste et elle s'agrandit. Et donc, on arrive aujourd'hui avec la médecine moderne à fabriquer de la quantité de vie. On a une espérance de vie qui a augmenté à près de 85 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas tant que ça, autour de 64 ans. Donc, on a des cohortes de millions et de millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Et ces 24 millions de Français souffrent, eux et leurs aidants. Et ça coûte à la nation 100 milliards d'euros par an. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour gérer ces maladies chroniques? Vous savez qu'un milliard de consultations médicales chaque année en France sont données. Et la moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Et nous, en médecine, en général, on coupe la parole aux patients au bout de 23 secondes en moyenne. Et on donne des médicaments dans plus de 90% des cas, contre 40% aux Pays-Bas, par exemple. Et ils meurent pas plus tôt que nous. Mais nous, on jette une boîte sur deux à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc c'est un plaidoyer pour passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. On a besoin des médicaments, mais on a besoin également de donner du temps, de l'écoute, parce que le temps, c'est de la qualité, de la considération, de respecter les silences, d'apprendre à reformuler, de mobiliser les ressources intérieures de chaque patient, de lui donner de nouveaux outils, que ce soit de la cohérence cardiaque, des exercices de respiration, une hygiène de vie pour mieux dormir, apprendre à ne pas regarder les écrans le soir, que sais-je. Et axer aussi notre médecine, pas uniquement autour du côté curatif des maladies, mais ce dont on va parler certainement, de la prévention à la réhabilitation. Et vous donnez également la part belle à ce qu'on appelle les médecines douces, puisque vous parlez d'homéopathie, et je m'aperçois que de plus en plus de médecins prescrivent, c'est en bas de l'ordonnance, mais avant de passer chez le dentiste pour vous faire extraire une dent, par exemple, en parlant des dentistes, prière de prendre une dose d'arnica 7CH. On le voit également chez les radiologues. On le voit, et ça, c'est Ouais. relativement récent. Alors, d'abord, je voudrais, si vous me permettez, voilà, en fait, j'ai pas envie d'être d'accord avec le terme de médecine douce, parce qu'il y aurait une médecine douce, une médecine dure. Donc, je pense que les mots, ils véhiculent des façons de penser. Exact, je vous Et l'accorde. aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on doit parler de médecine complémentaire, ni douce, ni parallèle, ni alternative. Ce qui ne veut pas dire que toutes les médecines, entre guillemets, ont gagné leur galon sur le terrain d'une démonstration scientifique. En l'occurrence, il y a un débat qui est bien connu autour de l'homéopathie, mais il y a des études cliniques autour de l'arnica, sur les hématomes, sur les cicatrisations. Et en tout cas, c'est vrai que c'est indolent. Mais les médecines complémentaires, c'est pas uniquement une médecine de prescription et de médicaments, de la représentation qui ont des maladies chroniques, mais
Donc, beaucoup de patients ne sont pas compliants, ne prennent pas leurs médicaments pour des maladies chroniques. Parfois, ça atteint 40 ou 50%. Ben, on estime que cela peut générer jusqu'à 12 000 morts par an, le fait de ne pas prendre ces médicaments. Donc, la compliance aux médicaments, en général, c'est des gens qui vont regarder la liste d'effets secondaires et qui vont s'imaginer qu'ils vont avoir tous les effets secondaires ou que le médicament n'est pas bon pour eux. Et donc, la représentation mentale qu'ils ont du médicament est mauvaise. Et arriver à travailler pour que le médicament soit votre allié et ne soit pas votre ennemi. Et donc, par des techniques d'hypnose ou des techniques d'éducation thérapeutique, ça permet d'augmenter, entre guillemets, ce qu'on appelle la compliance au traitement, l'adhésion au traitement, et à avoir finalement moins de complications dues à la maladie. Et voilà une approche qui n'est pas une approche médicamenteuse, mais qui nous permet d'améliorer la santé, mais avec du temps et des techniques un peu différentes. Vous persistez d'ailleurs à noter à plusieurs reprises que chaque patient est unique. C'est une réalité, c'est-à-dire que nous sommes ce qu'on appelle des systèmes complexes, et on essaye de nous simplifier, parce que c'est peut-être plus facile de nous simplifier, comme si on allait répondre de deux manières à un seul médicament. Alors qu'en fait, il y a autant de manières de métaboliser un médicament et les pathologies sont multiples et un symptôme n'est pas uniquement dû à une seule raison. Donc il faut aujourd'hui rentrer dans la complexité de chacun et réapprendre à chacun à construire ses propres équilibres ou à défaut, à compenser ses propres déséquilibres. Le travail des médecines complémentaires n'est pas du tout de valoriser tout ce qui est complémentaire. On a besoin de sécuriser le parcours des patients. On a besoin de réguler certaines disciplines. Mais on a besoin aussi d'intégrer d'autres dimensions à une médecine qui doit donner beaucoup plus aux patients. Et on a des centaines et des centaines d'études cliniques, mais qui sont malheureusement pas promues par une industrie pharmaceutique et qui ont commencé à travailler sur la musicothérapie pour gérer l'anxiété, de l'hypnose, effectivement, pour améliorer l'adhésion au traitement ou les troubles du sommeil. Les comportements alimentaires qui peuvent aussi avoir un effet bénéfique sur la diminution des rechutes des cancers. Donc vous voyez, l'idée aujourd'hui, c'est de transformer une santé par une autre approche culturelle, en acceptant ce qu'on ne sait pas, mais en continuant à développer une recherche et à travailler tous ensemble autour du patient. Alors, je crois que vous chérissez un philosophe résistant français, Canguilhem, pour qui la question de la santé ne peut se régler que dans un rapport direct avec le patient. Et c'est ce que vous cherchez à faire à l'Institut Raphaël. Exactement. En fait, Bravo. quand Guilhem disait, rien n'est apparu dans la science qui n'est d'abord apparu dans l'inconscient, dans la conscience, mes excuses. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avant de passer en études cliniques, avant de scientifiser, il faut partir du bon sens. Comment voulez-vous arriver à gagner la confiance du patient que vous avez en face de vous si vous ne l'écoutez pas 23 secondes, alors qu'il faut au minimum 1 à 2 minutes pour exprimer une émotion simple? Le temps qualitatif va permettre cette confiance indispensable à la relation soignant-soigné. Parce que c'est quoi la confiance? Le patient qui va vous accorder sa confiance, vous devez en être digne. C'est finalement un état psychologique qui est basé sur l'intention d'accepter sa propre vulnérabilité. Mais cette intention, il va l'avoir par rapport à l'analyse qu'il va faire de votre comportement ou de votre manière de l'écouter. Donc au début de la relation, il n'y a pas de la science, il y a de la confiance. Il y a des choses qu'en pleine conscience, on doit savoir faire. C'est-à-dire envers un patient, avoir une certaine présence, avoir une intention de l'aider, faire attention à lui, pas uniquement regarder un écran d'ordinateur ou sortir un ordonnancier pour, de façon expéditive, passer à autre chose. Et ça, tout le monde le comprend aujourd'hui. Maintenant, on ne va pas faire de médecine uniquement comme cela. Il faut pas choisir l'un ou l'autre. Il faut l'un et l'autre. On mérite aujourd'hui une médecine qui donne du temps aux patients, qui est valorisée, qui est plus efficace. Alors, j'ai une pensée très appuyée pour tous les soignants de type féminin.
car vous précisez que la mortalité est plus faible quand les soignants sont des femmes. Alors en fait, c'était pour rappeler Mais une c'est étude mignon. américaine. Oui, c'est un clin d'œil. Je À une l'ai lu, époque où on... je l'ai lu cette étude. Elle avait Oui, alors paru dans Nature aussi. c'était exactement, il y avait une étude sur des milliers de patients où il y avait une population de médecins plutôt jeunes et plutôt féminines et une population de médecins plutôt âgés, plutôt masculines. Et finalement, le temps d'écoute n'était pas le même, ça se ressentait sur les résultats sur la population. Mais ce qui prouve bien que finalement, il y a une dynamique d'accompagnement affectif dans une logique scientifique médicale. Et on doit aujourd'hui construire. Vous parliez de l'Institut Raphaël et on va en parler. On doit aujourd'hui construire des espaces d'accueil, de non-abandon, où on va s'occuper de l'autre. Mon maître Emmanuel Lévinas, qui prônait l'éthique d'autrui. On a un devoir vis-à-vis de l'autre fragile et on doit construire des lieux pour arriver à accueillir les patients qui ne sont pas uniquement des hôpitaux où on traite des maladies, qui vont permettre de fabriquer ce qu'on appelle des parcours. Vous parlez également de l'hôpital en précisant que actuellement le grand débat veut que l'on veuille augmenter le nombre de lits. Vous faites une étude vraiment très claire en disant que l'hôpital ne doit pas être la résidence permanente du malade, en fin de compte. L'hôpital doit être modifié et modifiable. Et de là, on en déduit que la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, se devrait de devenir une Caisse primaire d'assurance santé, CPAS. Ouais, alors en fait, quand vous regardez, on a parlé tout à l'heure de l'espérance de vie en bonne santé, qui est à peu près de 65 ans en France. Les Suédois ont 3 fois moins de lits d'hôpitaux, 3 fois moins sur leur territoire par rapport à leur population, mais ils ont 7 ans ou 8 ans d'espérance de vie en bonne santé en plus, à 72 ou 73 ans. Ce qui veut dire qu'on ne construit pas de l'espérance de vie en bonne santé uniquement avec des lits d'hôpitaux. L'hôpital, c'est un lieu de passage à un moment donné du parcours pour traiter la maladie. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que 40% des cancers sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids. Et plus tard, on va découvrir la pollution, les perturbateurs endocriniens. Mais on a moins de 3% de nos budgets qui sont alloués à la prévention. Donc le travail sur la santé, ce n'est pas un travail hospitalier. La qualité de vie au travail, c'est aussi fondamental que la médecine scolaire. Il ne faut pas attendre d'être malade et dans un hôpital pour qu'on s'occupe de vos équilibres en santé. Vous avez tout un chapitre sur l'éthique du care que vous ne voulez pas traduire, que vous laissez en anglais dans le texte. Oui, parce que donc on a eu un mouvement outre-Atlantique du care, qui est le prendre soin, qui s'est un petit peu, entre guillemets, opposé au cure, du tout curatif pour traiter des maladies. Et en fait, notre éthique de société, elle est beaucoup basée sur la justice. Mais cette éthique du care, elle propose une autre philosophie sociétale qui va être basée sur ce qu'on appelle les attentions particulières, sur la disponibilité affective, sur la responsabilité relationnelle, sur la considération du soi émotionnel. Arriver à considérer l'autre dans toutes ses dimensions et avoir une approche de soin au centre d'une relation à l'autre, et pas uniquement une relation juridique, de sujet à sujet. Et alors là, justement, un point important quand on arrive à la santé intégrative et à l'Institut Raphaël, c'est la formation d'une équipe pluridisciplinaire et très soudée autour du Alors patient. voilà, donc bon, ah ben voilà, donc en fait on en parle effectivement dans le livre, l'Institut Raphaël. Alors Raphaël, c'est l'ange de la guérison, et on va cohabiter dans un même lieu parce que le lieu, c'est le lien. Des acteurs médicaux, des médecins donc, et des acteurs paramédicaux. Sophrologues, sexologues, psychologues, nutritionnistes, art thérapeutes, acupuncteurs. On a aujourd'hui 90 soignants de 40 disciplines qui travaillent ensemble. Et on va accueillir des patients pendant et après traitement de cancer. On a aussi un programme maladie chronique. Et on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions,
l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et on offre gratuitement ces parcours à tous les patients et on les évalue parce qu'on veut montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de sa maladie. Et donc, en 5 ans, on a pu offrir 75 000 soins évalués à 4 100 patients. Et on a montré qu'on diminuait le taux de dépression de 60% sans médicaments, on diminuait le sentiment d'isolement chez des gens parfois bien entourés, on diminue les troubles du transit, les troubles du sommeil, tout ce qui peut nous miner, qui peut être dû soit à une maladie, soit au traitement de cette maladie-là. Et donc, on va accompagner en donnant du temps qualitatif et en fabriquant des parcours individualisés pour chaque patient. Maintenant, on prend en charge également les aidants. Et le projet de 2024, c'est de le construire, Institut Raphaël pour les... Bravo, Colacavode. Et si j'ai bien compris, c'est tout ceci en ambulatoire. Exactement. L'idée, c'est d'être complémentaire à tous les traitements et les parcours thérapeutiques. Hein. Il ne s'agit pas de remplacer quoi que ce soit, bien au contraire. Il s'agit de faciliter les accompagnements. Et même après, quand les traitements sont finis, qu'on garde des séquelles, qu'on a du mal à se réinsérer, qu'on a un problème avec l'image de soi, qu'on a un problème avec social, famille, les enfants, n'importe quel sujet en fait. C'est d'arriver à trouver des équilibres en santé. Là, par exemple, on vient de monter un pôle sexologie, où on va travailler autant sur la relation de couple que sur les sécheresses des muqueuses, vaginales ou autres, la dysfonction érectile. Voilà des sujets qu'on a du mal à traiter en consultation médicale lorsque c'est rapide et lorsqu'on n'a pas toutes les expertises. Mais alors, j'ai une idée qui me vient à l'esprit comme ça. Ça veut dire que tout un chacun peut éventuellement se faire un bilan de santé à l'Institut Raphaël. En fait, l'Institut Raphaël vient en complémentarité des parcours santé qui vont D'accord. être faits ici et là. Mais il est possible que dans le futur, dans la progression de vos projets, vous en arrivez au bilan de santé puisque vous avez la pluridisciplinarité qui est sur place. Alors, vous aurez de toute façon, dans le futur, des organisations de travail, de médecins et d'acteurs non médicaux qui travaillent ensemble pour arriver à circonscrire toutes les problématiques du patient, qui doit finalement être servi, parce qu'il faut un service en santé. Le patient n'est pas là pour être soumis à un système et courir derrière chacun et essayer de faire le ciment entre les différentes disciplines. L'idéal, c'est que le patient fragile il puisse trouver en face de lui un accompagnement sur mesure et organisé. C'est censé ne pas être plus cher, mais encore faut-il qu'on l'étudie sur le plan Oui, médico-économique. bien sûr. Mais Maintenant, je vais vous oui, raconter l'histoire d'une patiente qui est, entre guillemets, notre patiente zéro. C'était une dame de 88 ans euh, qui faisait des gâteaux pour les pauvres et pour les yeshivotes. Et un jour, elle a un cancer du sein et elle dit à sa famille et ses enfants, j'ai bien vécu, je ne veux pas me faire traiter. Et donc, je reçois des coups de fil en disant, Alain, il faut absolument que tu la vois. Moi, je lui dis, mais je me mets à votre disposition. Et il se trouve que ma grand-mère a eu 12 enfants au Maroc, à Meknès, et elle aidait les femmes à accoucher. Et quand cette femme a appris que ma grand-mère, c'était ma grand-mère, elle m'a dit, ben, je vous laisse me traiter, votre grand-mère m'a accouché, moi aussi. ah, c'est Et beau. donc, la France est magnifique parce qu'avec une simple carte verte, tout est pris en charge. Donc, l'IRM, la biopsie, la chirurgie, la radiothérapie, un traitement de 30 000 euros quand même. Hein. Mais sauf qu'à la fin du traitement du cancer du sein, ben, elle sort plus de chez elle et elle fait plus de gâteaux. Et donc, à l'époque, on n'avait pas d'Institut Raphaël. Donc, je demande à l'esthéticienne, la psychologue, le kinésithérapeute, je dis, vous allez tous les jours chez cette dame et il faut qu'elle ressorte de chez elle et vous m'envoyez les factures. Et en moins d'un mois, pour tout vous dire, en moins de 1000 euros, elle ressort de chez elle, elle fait ses gâteaux. Et en fait, c'est l'histoire. On fait l'effort à 30, on ne fait pas l'effort à 1. À 30, on paye tous les brevets de la planète et on tue les gens socialement. Donc, sur le plan médico-économique, il n'y a pas de sens à continuer à ne dépenser que pour de la maladie et pas pour les patients, leur bien-être, leur réinsertion et leur santé globale. Bravo, Colacavode. Je rappelle l'excellent livre du docteur Alain Toledano aux éditions Humaine Science, L'art de soigner, à vous procurer chez Amazon, dans les bonnes librairies. N'hésitez pas, allez-y, ça se lit de manière très facile, ça donne pas mal d'idées et sachez que Alain Toledano est joignable
très facilement, répond toujours et accorde du temps à ses patients par l'écoute qu'il privilégie. Merci Alain Toledano. Merci Monique, merci bien. Merci à tous. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.